On parle toujours depuis tous les chantiers. Ça va être l'occasion de faire totalement autre chose et d'aller vers les transformations. Alors quand je dis qu'on va aller vers les transformations, c'est un peu ce qui ressort d'un recueil de nouvelles que j'ai fini de lire dans la nuit. Là je tourne assez en avance. Le Bonheur clandestin de Clarice Lispector. Ça fait longtemps que j'avais envie de lire des œuvres de Clarice Lispector, et puis bah, je sais pas. Donc ça, je l'avais trouvé aussi chez Majo, mis en avant, je crois quand même en étagère, la fois où j'y étais avec Marie-Hélène de la librairie Vigna. Mais celui-là, c'est moi qui me le suis offert. Hein. Je me fais pas entretenir totalement par Marie-Hélène. Je suis déjà assez gâtée comme ça. Et faudrait quand même pas que je prenne de mauvaises habitudes. Donc c'était voilà, alors honnêtement, le fait que ce soit court, je savais pas, enfin moi Clarice Lispector, c'est vraiment une autrice qui m'avait déjà été conseillée par plusieurs amis, mais sans trop de détails, donc j'avais absolument rien à m'attendre, enfin j'avais absolument rien en attente, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi alors... Voilà, le portrait de personnage féminin d'une incroyable justesse derrière, bon, toujours un peu cliché les quatrièmes, hein, mais j'avais envie, voilà. Donc c'est quelqu'un que je connaissais pas, autrement que de nom, et que par, on va dire, oui, dire bénéfique et bah, quand même engageant, quoi. Voilà, et ça m'a pas mal plu. Alors, euh, alors vu mon niveau de concentration absolument au sous-sol en ce moment, je dirais que la lecture rapide est vraiment un super bon signe pour aller lire ce bouquin. Et ça m'a quand même globalement pas mal plu. Alors je dirais que c'est ouais, au niveau de la transformation, que c'est des moments de transformation, voire de métamorphose qui vont un peu relier ces personnages féminins, quasi tous. Je me suis dit que ça serait pas mal d'en lire une petite. Ouais, alors... Là, quand je les revois, il y en a plusieurs où je me suis dit, tiens, là, ça serait bien. Voilà, ça, je pense que c'est le mieux d'en lire une. Alors, c'était assez intense, c'était assez clair. J'ai pensé à Mariana Enriquez, mais là, je pense qu'il y a aussi un biais du style écrivaine d'Amérique du Sud qui me semble plus nouvelle, quand même, parce que c'est vrai qu'Enriquez, j'ai pas lu ses romans, Lispector non plus. Mais il peut y avoir des influences au moins communes, si ce n'est réciproque, non. Mais une influence sur Enriquez, ça me paraîtrait pas du tout impossible. Et alors, ce que j'ai pas trop compris, c'est la composition du recueil. Parce qu'il y a plusieurs trucs qui sont marqués inédits ou ça a déjà été publié là-dedans. Et j'ai pas compris si c'est un recueil qui avait déjà été composé par l'autrice elle-même ou pas. Alors, je crois que l'autrice refuse le nom féminin d'autrice en portugais. Ah, je sais pas dit la traduction. J'ai beaucoup aimé Incarnation involontaire. Alors, tiens, on va voir si je peux donner le nom quand même. Traduite du portugais-brésil par Jacques et Teresa Thierrio, Claudia Poncioni et Didier Lamaison. Donc évidemment, je ne sais pas, donc des femmes Antoinette Fouque, puis le livre de poche, je ne sais pas si le travail a été réparti, conjoint, etc. Donc peut-être Incarnation volontaire. Là, je les ai oubliés, mais... je vous dis que ma concentration, elle est basse en ce moment. Mais il y avait quelque chose qui était quand même globalement assez sensoriel, incarné. Très... très corporel, en fait. Mais pas corporel flux, plus corporel sensation, plus proche d'une forme de phénoménologie, je dirais. Donc il y a quand même ouais, quelque chose qui moi, qui m'intéresse. Enfin là, ce que je disais hier à une amie que j'aime beaucoup, en général j'aime beaucoup mes amis, c'est que ah, hop, on va remonter. C'est que je cherche en ce moment des narrations incarnées et désincarnées, dans les deux sens.
voire spectrale, etc. Là, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Comment ça va s'écrire, etc. Comment ça se transfère. Et c'est pas forcément très simple. La bonne m'a beaucoup plu aussi. Bon, il faut que j'en choisisse une. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas choisi. Tac. D'autres m'ont laissé plus perplexe. La toute première, sur cette petite fille qui veut se déguiser. Pas la petite fille qui veut le livre et qui est harcelée, etc. Bon, là, j'avoue, j'avais moins de choses à en penser. Alors, ça c'est un peu long. Ça c'est un peu trop long. Je vais pas pouvoir faire une vidéo très longue là aujourd'hui, je suis désolée. Donc les vols de Rose, non. Speranza, il y avait une difficulté de traduction, c'est un peu dommage à reprendre. Allez, incarnation involontaire, puisque j'en ai parlé d'emblée, on y va. Puis on va voir un peu, genre juste comment c'est fichu. Parfois, lorsque je vois une personne que je n'ai jamais vue, et que j'ai du temps pour l'observer, je m'incarne en elle, et ainsi je fais un grand pas pour la connaître. Et cette intrusion dans une personne, quelle qu'elle soit, ne se termine jamais par sa propre auto-accusation. En m'incarnant en elle, je comprends ses motifs et je pardonne. Mais je dois faire attention de ne pas m'incarner dans une vie dangereuse et captivante, car ce serait risqué que je ne veuille pas retourner à moi-même. Donc là, on a un premier paragraphe liminaire, en incipit, qui pose quand même énormément de choses très étonnantes, qui peuvent aller du côté, pourquoi pas d'un child gaze, en tout cas d'un don de la métamorphose de l'enfance, et surtout en fait de cette espèce de capacité mimétique des enfants qui avait été vraiment relevée dans les études que l'on faisait en passant l'agrégation en 14 de Autre rivage de Nabokov et de Enfance berlinoise autour de 1900 de Walter Benjamin. Aussi un peu chez Sarraute, mais c'était moins explicite chez Sarraute, ce qui est aussi très intéressant. Je parlais tout à l'heure d'écriture spectrale. Mais là, donc voilà, il y a quelque chose qui se dit comme une incarnation. La question va être aussi de savoir quelles sont les limites ou quelle est la portée, par exemple, identitaire, ontologique, etc., de cette incarnation dans pour le personnage qui est là, non défini uniquement par sa prise de parole, par ce jeu. Ce qui est en même temps extrêmement paradoxal, parce que c'est finalement une non-incarnation ou un déplacement de l'incarnation. L'incarnation, elle est à la fois le thème et déstabilisée par ce jeu. Parce qu'on n'est pas censé s'incarner dans les autres. Donc il y a déjà quelque chose de pas tout à fait fiable qui est en train de se mettre en place, là qui me rappelle des narrateurs, narratrices, pas, on va dire pas super sains mentalement, chez Mariana Enriquez par exemple, c'est à ça que je pensais. Là c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas lu énormément de novellistes ces derniers temps. Mais je dois faire attention de ne pas m'incarner dans une vie dangereuse et captivante, car ce serait risqué que je ne veuille pas retourner avec moi-même, avec cette espèce de question d'un retour possible. Un jour dans l'avion, oh mon Dieu, j'ai imploré. Pas ça. Je ne veux pas être cette missionnaire. Évidemment, un peu d'humour. Mais c'était inutile. Je savais qu'à cause de 3 heures de sa présence, moi, pendant plusieurs jours, je serais missionnaire. Et donc, ce qui pouvait être questionné comme une ontologie un peu exagérée devient réel. Et un risque, avec en plus une disproportion entre la présence, la contiguïté, la proximité spatiale et cette contamination ontologique. La maigreur et la délicatesse extrêmement polie d'une missionnaire s'étaient déjà emparées de moi. C'est avec curiosité, quelque émerveillement et la fatigue préalable, que je succombe à la vie que je vais tenter de vivre quelques jours. Donc évidemment, dans le bouleversement ontologique, il y a au moins une curiosité épistémologique. Et avec une certaine appréhension du point de vue pratique.
Je me retrouve dès lors trop occupée par mes devoirs et mes plaisirs pour pouvoir assumer le poids de cette vie que je ne connais pas, mais dont je commence à sentir la tension évangélique. C'est quelque chose que l'on va retrouver ultérieurement dans le Orlanda de Jacqueline Hartmann, qui a déjà fait l'objet d'une vidéo, alors là pour le coup il est dans un roman, qui est vraiment bon voilà, un questionnement amusé sur le genre, disons, mais et qui est lui aussi une reprise de Woolf. Woolf qui a l'air d'avoir été à la fois une coïncidence et ensuite une rencontre et une influence de Clarice Lispector, mais que je connais très mal. Dans l'avion même, je perçois que j'ai déjà commencé à marcher de ce pas de sainte laïque. Alors je comprends comment la missionnaire est patiente, comment elle s'efface par ce pas qui veut à peine toucher le sol, comme si marcher de façon plus appuyée pouvait nuire aux autres, cette espèce de componction parfois. Et donc en fait c'est avec une espèce de saisie de l'ontologie par le comportement, c'est très phénoménologique ça. C'est aussi très Goffman en sociologie. Maintenant je suis pâle, je n'ai plus de rouge sur les lèvres, j'ai le visage fin, et je porte cette espèce de chapeau de missionnaire. Quand je sauterai à terre, probablement, j'aurai déjà cet air de souffrance surmonté par la paix d'avoir une mission, avec des traits d'union partout. Et sur mon visage s'imprimera la douceur de l'espérance morale, car avant tout, je suis devenue totalement morale. Pourtant, quand je suis entrée dans l'avion, j'étais très sainement amorale. Donc là, voilà, quelque chose qui, dans l'axiologie personnelle, dans le caractère, s'introduit en profondeur. Je m'écris révoltée contre les préjugés de la missionnaire. Inutile. Toute ma force ne sert qu'à me rendre fragile. Je fais semblant de lire une revue, tandis qu'elle lit la Bible. Nous allons faire une brève escale. Le steward distribue des chewing-gums et elle rougit dès que le jeune homme s'approche. À terre, je suis une missionnaire au vent de l'aéroport. Je serre mes imaginaires jupes longues et grises contre l'impudeur du vent. Parce que les habits n'ont pas changé. Ce qu'elle a, c'est le port de l'habit. Ce qu'elle a. Ou ce qu'il a. C'est pas genré à ce moment-là. Je comprends. Je la comprends comme je la comprends ainsi que sa pudeur d'exister en dehors des heures où elle remplit sa mission. J'accuse, comme la petite missionnaire, les jupes courtes des femmes, tentation pour les hommes. Et, quand je ne comprends pas, c'est avec le même fanatisme épuré de cette femme pâle, qui rougit facilement, quand s'approche le jeune homme qui nous prévient que nous devons continuer le voyage. Je sais déjà que c'est seulement d'ici quelques jours que je réussirai à recommencer enfin intégralement ma propre vie. Laquelle, qui sait, n'a peut-être jamais été mienne. Sinon au moment de naître, et le reste s'est passé en incarnation. Ce qui est assez étrange, puisqu'elle n'est pas dans son corps à elle. C'est plutôt qu'elle se coule, qu'elle se fond dans le moule de la missionnaire, dans les formes intérieures et extérieures, dans un moule qui serait interne et externe. Mais non, je suis une personne. Et quand le fantôme de moi-même m'envahit, alors c'est une telle rencontre joyeuse, une telle fête que je me permets de le dire, nous pleurons ensemble, épaule contre épaule. Le fantôme de moi-même m'envahit. Ça, c'est quand même assez saisissant pour parler de quelque chose de l'ordre d'une essence, d'une âme, de quelque chose de parfaitement décorporé et qui, en même temps, va se rejoindre. Mais le truc, c'est que pour avoir la sensation de se rejoindre, le fantôme n'est pas soi non plus, puisqu'il y a du soi qui n'est pas le fantôme. Donc là, il y a quelque chose qui est profondément, alors évidemment bizarre déjà dans le processus d'incarnation, mais même de l'ordre d'une tension, d'une contradiction. Joyeuse, par la réunion.
Ensuite, nous essuyons nos larmes heureuses, mon fantôme s'incorpore pleinement en moi, et nous sortons, avec une certaine fierté, dans le monde. Une fois, en voyage également, j'ai rencontré une prostituée très parfumée qui fumait en plissant les yeux. Et ceci, en même temps, regardait fixement un homme, déjà hypnotisé. Je me suis mise, immédiatement, pour mieux comprendre, à fumer en plissant les yeux pour le seul homme à portée de mes regards délibérés. Mais le gros homme que j'avais regardé pour essayer et avoir l'âme de la prostituée, ce gros homme était plongé dans le New York Times. Et mon parfum était trop discret. Échec total. Képa, ça me rappelait la façon dont Beauvoir raconte dans les Mémoires d'une jeune fille rangée. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, alors que je n'ai pas relu les mémoires, comment elle se fait passer pour une prostituée sans que ça marche. Et qu'il y a voilà, quelque chose de l'ordre de l'habitus qui ne va pas fonctionner. Ici, qui passe par les accessoires. Et aussi peut-être par la volonté propre. Bah, qu'est-ce qu'on peut en dire en tant que nouvelle ? Bon, ben, on a a priori plutôt une narratrice assez notamment suggérée par la féminité des différents modèles, aussi par la composition du recueil, mais en fait, la chose est totalement dégenrée. Et elle se divise néanmoins en deux archétypes, la missionnaire et la putain. Pas la maman et la putain, c'est pire, ou la sainte et la putain, d'une certaine manière, c'est pire. Et qui se fait d'un côté par une dimension involontaire et pour l'autre tentative ou l'autre incarnation de manière volontaire mais ratée. Ce qui amène une porosité du moi qui entre en contradiction avec la prise de parole elle-même. Comment prendre la parole si on a une telle porosité du moi ? Ça veut dire qui parle ? Est-ce que ça ne serait pas une incarnation de quelqu'un qui aurait rencontré l'écrivaine, par exemple ? Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que c'est un sujet ? C'est pas forcément un sujet. Voilà. Ça, c'est pas Et ça, c'est ça qui m'intéresse dans les questions d'incarnation et de désincarnation dans les écritures que j'ai retrouvées dans ces nouvelles aussi, par des biais, ou on va dire par des arrivées auxquelles je ne m'attendais pas forcément, mais qui m'ont vraiment bien plu. Et donc là, ça amène aussi un peu cette chose qui est de l'ordre d'un déplacement. Alors là, on a des textes qui sont très courts, comme des situations, ça c'est vraiment très propre à l'écriture de la nouvelle, un genre de medias res, donc ici avec une narration très peu ancrée. On est très loin de la scène de chasse, tel jour, les chasseurs, le machin, etc., à la Maupassant des contes de la Bécasse, hein, en gros. On est dans des modèles qui eux-mêmes sont aussi très éloignés de ça, enfin, dans une structure littéraire qui se désancre elle aussi, ce qui va lui donner une dimension moins anecdotique et plus projective. Ça tombe bien, c'est le sujet. C'est cette dimension projective et qui passe pas mal dans les différentes nouvelles du recueil par ces questions de transformation à des niveaux très, très différents. Alors, l'écriture de nouvelles, elle est très efficace dans, évidemment, la brièveté. Et donc la brièveté, elle va aller avec une forme de cadrage. Qu'est-ce que l'on va raconter ? De quelle façon ? Pour mettre en place une intensité qui va souvent passer par une tension. Bon, ici, y a-t-il une tension ? Pas exactement. On a plutôt un petit récit, on peut attendre qu'il se passe quelque chose, et la tension, elle va arriver par l'espèce d'humour final auquel on ne s'attend pas, dans l'échec de l'être prostitutionnalisant qui ne fonctionne pas, ou en tout cas qui n'arrive pas à aguicher. Parfum, regard. Là, la chose n'est pas forcément extrêmement claire. Mais voilà, c'est là où ça va vraiment se jouer ou se déjouer de manière très anecdotique, mais c'est l'anecdote qui va justement, donc celle de cet échec qui ne fonctionne pas parce que le type lit le New York Times, qui va
l'échec, le fait que ça tombe à l'eau, que toute une espèce de petite comédie qui aurait pu être volontaire en plus et marquer une forme d'agentivité dans cette façon d'exister, bah, tout ça tombe complètement à l'eau par avec cet humour. Donc ça parle de quoi là? Ça parle d'être, ça parle de volonté, ça parle d'agentivité, ou ça parle? Moi je dirais ça parle d'abord, ça parle, ça s'incarne, on parle de littérature ça. Et le dernier texte d'ailleurs est un texte sur l'écriture, enfin un texte on va dire plus méta, davantage sur ce qu'écrire. J'ai vraiment bien aimé. Je vous dis à bientôt.